Bien, ben, je propose que nous commencions cette table ronde qui fait suite à un premier temps qu'on a eu ce matin en petit groupe. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Martine Salomé, je suis administratrice fédérale au PEP depuis pas mal d'années déjà. Et il y a 5 ans, je suis revenue dans mon pays d'origine, si on peut dire, en Guadeloupe. Et j'ai, avec quelques bénévoles, remonté une association. Les PEP avaient disparu de Guadeloupe il y a 8 ans à peu près. Et on a remonté une association pour que les PEP recommencent à vivre en Guadeloupe. Et donc, notre association a beaucoup fonctionné sur le bénévolat, puisque nous n'avions pas les moyens de nous payer, d'avoir des salariés. Et nous commençons maintenant à avoir 2 salariés depuis peu. Et se pose bien sûr le problème de structurer maintenant quel va être le champ des bénévoles et le champ des salariés. Mais il est clair que notre association doit continuer. Elle est née de bénévolat et elle a encore beaucoup de bénévolat. Et il ne faut pas que nous perdions cette dimension d'engagement. Donc il est important pour nous de définir des champs et la complémentarité entre bénévoles et salariés. Et c'est peut-être pour ça que j'ai accepté de piloter cette table ronde. Voilà. Je donne la parole à... Bonjour à tous. Clément Maragou. Je suis président de la délégation départementale de l'Hérault à la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge qui est une... Merci. La Croix-Rouge française qui est donc une association, loi 1901, mais également qui a un double statut et qui est une entreprise non-profit. Au quotidien, nos 60 000 bénévoles travaillent aux côtés de nos 20 000 salariés en France. Et la question du bénévolat et de l'engagement bénévole est une question prégnante qui revient chaque année sur nos assemblées générales avec effectivement des choix qui s'imposent au conseil d'administration sur finalement quel rôle, quelle mission, quel statut. J'ai accepté d'être parmi vous aujourd'hui et les travaux de ce matin étaient très enrichissants et pouvaient vraiment poser la question aujourd'hui du volontariat et du bénévolat au sein de votre structure. Quelle place pour le bénévole ? Je crois que c'est une vraie question. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être bénévole ? Est-ce que ça veut dire, on part du latin, bénévolus, est-ce que c'est, donc je donne finalement, mais est-ce que je donne du temps ou est-ce que je donne de la compétence ? En bénévole, suis-je une variable d'ajustement pour les difficultés des salariés ? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui apporte une compétence sur un champ de mission très particulier, qui m'est propre et qui bénéficie de fonctions support et du travail des collègues salariés ? Je crois que la question est d'autant plus prégnante au sein de votre structure que, à la différence de ce que je peux vivre moi à la Croix-Rouge française, l'opérationnel, le terrain, au PEP, est confié à des professionnels, à des techniciens qui sont efficaces dans leur action de terrain, alors que je viens d'une structure, moi, où l'action de terrain est réalisée par les bénévoles. Et je crois que c'est quelque chose de très important qui peut-être peut faire perdre un petit peu finalement de vue l'engagement bénévole au sens de volontariat. Et ce qui était très intéressant dans les travaux qu'on a fait, c'est qu'on a pu voir qu'au PEP, le bénévolat est aussi quelque chose de très fort chez les salariés PEP, qui donnent du temps à côté pour certains de façon bénévole à certaines missions. La question qui se pose dès lors, c'est aussi les risques de requalification, notamment pour des gens qui sont salariés et qui, de façon bénévole, exercent certaines missions au sein de la même structure que sont les PEP. Donc, quel champ, quelle limite, comment effectivement positionner le bénévole au sein de votre structure ? Toutes ces questions-là, je pense, méritent d'être discutées et débattues ensemble. Sandrine Cortésis, donc moi je travaille pas au sein des PEP,
Je travaille en Suisse, à Lausanne, dans un institut pour la formation professionnelle, dans un secteur recherche et développement. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai mené essentiellement 2 recherches autour du bénévolat. La première, c'était une recherche sur les jeunes bénévoles. Et on s'est posé la question de qu'est-ce qui faisait que les jeunes avaient envie de s'engager bénévolement. Et l'idée, l'envie de partir sur cette recherche, c'est que dans l'institution où je travaille, on a des enseignants professionnels qui forment des apprentis à toutes sortes de métiers et qui régulièrement se plaignent que les jeunes ne sont pas motivés. Et moi, j'avais envie d'aller retrouver ces mêmes jeunes dans un autre cadre quand ils font du bénévolat. Et on a essayé de retrouver des jeunes de tous bords, ayant des difficultés scolaires de tout profil dans les associations bénévoles et de comprendre qu'est-ce qui leur avait donné envie de faire du bénévolat dans différentes associations de jeunesse. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'un des résultats montre que plus les associations ont une mission jeune, c'est-à-dire que la mission première, ce n'est pas un service donné, mais c'est une mission d'épanouissement de la jeunesse. On peut penser par exemple aux scouts ou à des associations. On a suivi par exemple des associations de hip-hop dans des quartiers, où là, l'idée, c'est qu'on ne fait pas de sélection de bénévoles. Tout le monde est bienvenu. Il y a vraiment l'idée de cette hétérogénéité. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien vécu par les jeunes, parce que plusieurs ont témoigné en disant « mais moi, j'avais envie d'offrir de mon temps ». Et je me suis présentée à certaines associations, puis on m'a demandé est-ce que vous avez le permis de conduire, vous pouvez me montrer un extrait de casier judiciaire vierge, faites-moi un CV, une lettre de motivation. Et eux, ils ont dit mais nous, ce qu'on veut, c'est pas retrouver un travail. Nous, on a envie de donner, d'échanger, d'avoir du plaisir dans notre activité. Donc, c'est quelque chose qu'on a pu observer. C'est que souvent, où ils sont le plus motivés, c'est quand on leur donne des responsabilités au sein de leurs associations. Et que pour le coup, souvent, grâce à la fierté de se sentir appartenir à une association, grâce au plaisir aussi de se retrouver entre pairs, parce que je ne l'ai pas précisé, mais dans les associations de jeunesse, les jeunes sont entre eux. Donc, ils se partagent les responsabilités. Et on découvre que, par exemple, une jeune employée de bureau qui trouve son travail barbant et alimentaire va pouvoir effectuer le même genre de tâches dans une association parce que cette fois, ça fait sens. C'est pour faire vivre son quartier. Donc, il y a cette dimension-là par rapport à la recherche sur les jeunes. Et puis, une autre recherche auquel j'ai participé, qui était justement à propos de l'articulation entre les bénévoles et les salariés dans le cadre d'un grand hôpital universitaire en Suisse. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'à nouveau, il y avait cette volonté de la part des ressources humaines de l'hôpital d'absolument engager des personnes qui soient représentatives de la société civile. Donc ça veut dire pas forcément des personnes qui ont déjà une expérience préalable dans le domaine. Et là, en allant interroger les bénévoles, j'ai aussi eu pas mal de témoignages d'une personne, par exemple, qui me disait « mais moi, j'étais dans l'enseignement, j'ai voulu prendre une année sabbatique et je voulais expérimenter autre chose. Et à chaque fois que je me présentais dans une association bénévole, on me disait « qu'est-ce que vous savez faire ?» Puis il disait « moi, ce que je sais faire, c'est enseigner. » Et puis suivant les associations, on lui disait « mais nous, on n'a pas besoin d'enseignants, nous, on a besoin de quelqu'un qui sache faire ci, qui sache faire ça. » Et quand il est arrivé dans cet hôpital, il a été accepté parce que les 2 seuls critères pour pouvoir être bénévole dans cet hôpital, c'est d'être majeur et d'adopter une perspective laïque. Donc ces bénévoles sont engagés dans cet hôpital pour aller rendre visite aux patients qui sont par exemple dans des séjours longs ou qui n'ont pas forcément de proches qui puissent les visiter. Et ce que je trouvais intéressant, parce que c'est un cas très marqué comme ça, pas forcément représentatif de ce qui peut se passer ailleurs, c'est que là, les responsables de ce dispositif bénévole voulaient absolument se prémunir du fait de faire du travail gratuit aux bénévoles
Ce qui fait qu'en termes de tâches, il ne leur donnait pas plus de 3 heures par semaine pour intervenir. Et puis, en échange de leur investissement, il leur proposait une formation de 8 jours pour l'accompagnement et puis dans l'idée de construire une posture la plus neutre possible. Je vois que vous avez un parcours sur la laïcité, donc c'était vraiment avoir une sorte de posture professionnelle où je neutralise ce que je pense et j'offre vraiment une écoute, voilà, une écoute. Et avec le fait que, contrairement aux professionnels, le bénévole n'avait pas de mission, ce qui n'était pas toujours facile à vivre pour les bénévoles d'ailleurs, mais on leur expliquait bien qu'ils ne devaient ni accompagner, ni soigner, ni se substituer à la famille. Donc, moi, dans ce cas particulier, j'ai plutôt vu parfois les bénévoles désemparés par rapport au fait qu'on leur donnait une forme de non-mission, c'est-à-dire ne soyez pas des travailleurs, ne vous imposez pas aux personnes si elles n'ont pas envie de vous recevoir dans la chambre au moment où vous êtes censé venir, acceptez-le et repartez. Donc quelque chose de quand même assez difficile suite à la neutralisation de cette mission. Mais de manière générale, moi, les questions qui m'intéressent et puis que j'aimerais pouvoir débattre avec vous, c'est de comment est-ce qu'on envisage le travail au sens large. Aujourd'hui, on a parlé du travail des salariés, on a parlé du travail des bénévoles, du travail des personnes qui sont en service civique. Et moi, j'ai envie de vous inviter aussi à vous poser la question de quel rapport ces personnes ont avec l'activité. Est-ce que c'est un choix? Quel type de statut ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont comme type de compétences? Est-ce que justement on les a recrutés entre guillemets sur la base de compétences préalables? Est-ce qu'ils ont déjà par ailleurs dans leur vie un statut? Ou est-ce qu'ils viennent ici dans le cadre du bénévolat, par exemple, pour développer un statut? Et puis une autre chose qui m'intéresserait aussi, c'est que j'ai entendu dans plusieurs témoignages qu'il y a des personnes qui viennent faire du bénévolat dans l'idée de faire une carrière future. On sait bien que le bénévolat, ça peut être un emploi tremplin. Donc je trouve que c'est aussi intéressant de réfléchir à la notion de hope labor en anglais, c'est-à-dire avoir le travail de l'espoir, c'est-à-dire faire un travail gratuit, bénévole, dans l'espoir d'avoir plus tard un vrai travail. Et puis je pense qu'en tout cas, c'est toujours bien d'être assez au clair sur ce pourquoi on est là. Et il me semble que dans les pistes, ça a été abordé notamment ce matin, la question du contrat est très importante. Et il me semble que ce soit d'ailleurs dans le cadre d'une activité salariée ou dans le cadre d'une activité bénévole, c'est que la notion de don contre don, elle est très importante. Le contre-don, ce n'est pas forcément toujours quelque chose de monétaire. On a parlé pas mal de reconnaissance ce matin. Donc, est-ce que c'est fluide? Est-ce que chacun, je donne, est-ce que je reçois aussi? Et ce que je trouve très compliqué, après je m'arrête, mais ce que je trouve aussi très compliqué, c'est que souvent, et ça m'a frappé dans les PEP, c'est que vous avez souvent des équipes où il n'y a pas deux personnes qui ont le même statut, mais qui font peut-être des activités par contre similaires. Donc comment est-ce qu'on travaille de manière complémentaire quand d'un côté on a par exemple un professionnel qui est face à des bénévoles puis qui se dit je ne peux pas partir le premier parce que moi je suis salarié par rapport à d'autres bénévoles. Le bénévole qui arrive et puis qui se dit mais il y a même des gens qui ne savent même pas que je suis bénévole, mais ils attendent quand même de moi que je fasse un travail professionnel. Donc il y a un peu ces dimensions de visibilité à travailler. Et moi j'aurais tendance à dire qu'une des pistes, ce serait de bien réfléchir au parcours. Si on fait venir des bénévoles, c'est pour leur proposer quoi, dans quel but? Et est-ce que tout le monde est bien conscient des enjeux? On va faire un échange.
Merci beaucoup pour ces pistes que vous avez ouvertes. Je vais donner la parole à la salle. Peut-être que juste avant de vous donner la parole, on pourrait dire qu'au PEP, la question du bénévolat est une question actuellement vitale. Tout le monde regrette dans les associations de voir l'âge des... Les bénévoles actuellement au PEP sont essentiellement des administrateurs. Or, l'âge des administrateurs monte et on a l'impression souvent que les ressources pour renouveler les conseils d'administration tarissent. Donc, il est urgent aujourd'hui. Autrefois, nous avions des bénévoles au PEP. Nous avions des groupes de bénévoles qui étaient dans l'action, un petit peu comme ce que décrit notre collègue de la Croix-Rouge. Ils ont progressivement disparu puisqu'ils ont été remplacés. Toutes les actions ont progressivement été conduites par des salariés. Donc aujourd'hui, comment redéfinir un nouvel espace pour le bénévolat? Car c'est le bénévolat qui va rendre nos associations vivantes, malgré tout, et qui va continuer à permettre à nos associations d'avoir du sens et de définir le sens de leur action. Voilà un petit peu les problématiques. Vous avez pas mal de choses qui ont été dites ce matin, donc je vous donne la parole à tous pour des prises de parole ou des questions à nos deux intervenants. C'est la première prise de parole qui est difficile. Bonjour à tous, Rodolphe des PEP 41. Je crois que j'entends depuis ce matin parler de bénévolat, de salariés. Et en fait, je crois qu'on mélange un petit peu aussi les termes. J'ai entendu tout à l'heure le bénévole qu'on a associé au mot travail. Or, le travail, c'est contre-rémunération. Le bénévolat, c'est de son plein gré et sans rémunération. Donc déjà, dans la manière d'articuler, de présenter les choses, peut-être que ce flou, quand on parle du bénévolat et de son travail, peut-être qu'il ne faut plus parler du bénévolat et de son travail, mais le bénévolat et de son engagement, par exemple, qu'il va vouloir mettre en place. Voilà. Alors, je ne suis pas spécialiste au niveau juridique, mais je pense que déjà, les termes, il faut qu'on les définisse bien pour arriver à un cadre. Parce que je crois que ce qui vous anime, vous comme les bénévoles, comme les salariés des PEP, c'est le volontariat. C'est finalement cette envie militante de faire au sein d'une structure en étant salarié, de faire au sein d'une structure en étant bénévole. Mais je crois qu'effectivement, il convient de distinguer bien entendu les statuts, mais on a des gens qui sont des gens engagés et qui sont volontaires pour faire. C'est une démarche d'intégrer les PEP et d'être finalement militant au sein de cette structure, que l'on soit salarié ou que l'on soit bénévole. De mon point de vue, en tout cas, ce qui est important, c'est clairement de revenir sur la notion de compétence. Un bénévole ne sera jamais une variable d'ajustement. On ne peut pas rechercher des bénévoles pour venir aider nos salariés à faire des tâches qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Le risque de requalification est très important. Un jour, quelqu'un va venir frapper à la porte des PEP et dire « Attendez, moi, on m'a fait cacheter des enveloppes comme la secrétaire salariée des PEP. J'étais bénévole. Expliquez-moi quelle était la différence entre la mission que j'avais et la mission qu'avait ce salarié. » Et je crois qu'il convient de vraiment distinguer les champs et distinguer les missions. Et ça passe par la reconnaissance des compétences. Je crois que c'est très important, comme l'a dit ma collègue, de limiter les barrières à l'entrée. Les gens viennent avec l'envie de faire, les bénévoles viennent avec l'envie de faire. Mais par contre, une fois qu'ils sont là, il faut reconnaître leurs compétences spécifiques. Et je crois que c'est important. Dans ma structure, le secours au quotidien, l'assistance aux personnes lors de manifestations est assurée par des secouristes. Ces secouristes sont tous bénévoles. Dans la rue, lorsqu'ils font des maraudes, les maraudeurs, pour aller aider les gens qui ont faim, sont tous bénévoles. Et ils développent des compétences. Ils arrivent avec leurs propres compétences, qui est dans le public assistante sociale, un autre est infirmier, une troisième est retraitée, etc., avec une expérience de vie et d'autres choses. Ces gens-là sont tous bénévoles.
Et le jour où on se rend compte qu'on a besoin de compétences très spécifiques et de compétences particulières qui ne peuvent qu'être rémunérées, on prend un salarié pour assurer une tâche bien précise. Et ainsi, au sein des équipes de SAMU social, on a des équipes mixtes avec des bénévoles qui font des missions d'accueil, d'orientation, etc. Et un salarié dans les équipes, mais qui a des missions propres liées par exemple à la rédaction de dossiers, à la transmission d'informations au sein à destination des DDCS, etc., etc. Et je crois que ça, c'est important, effectivement. Et j'en parlais tout à l'heure, les PEP, moi j'ai connu ça juste quand j'étais petit, parce que mon grand-père était au PEP 34. Et petit, je voyais mon grand-père instituteur remplir la comptabilité de 2 centres de vacances des PEP 34, un dans les Pyrénées et l'autre à Malibert, un centre de la PEP. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et je le voyais s'arracher ses cheveux sur la comptabilité. Et c'est pas possible aujourd'hui. On a besoin de personnes qui ont des compétences très spécifiques pour assurer ce type de mission. Les salariés ont toute leur place sur les fonctions support. C'est clair. Et les salariés ont toute leur place sur certaines missions très spécifiques d'encadrement aussi. Mais il faut trouver un espace pour effectivement que les gens qui ont envie de s'investir puissent venir avec effectivement leur capacité et leurs compétences. Voilà. Moi, c'est un truc qui me démange d'intégrer, pourquoi pas, une association comme les PEP. Je viendrai avec quoi? Je viendrai avec mes compétences de formateur en premier secours et je ferai des initiations au secourisme à tous les enfants qu'on aurait sur les centres vacances, par exemple. Je pourrais faire ça. Je viendrai avec ces compétences très particulières. Mais il faudrait me donner la mission, il faudrait me donner un temps dans lequel j'interviens et il faudrait que cette mission soit clairement définie et que mon rôle ne soit pas d'aller faire variable d'ajustement sur des difficultés particulières parce qu'il manque tel ou tel salarié ou parce qu'on a des difficultés de recrutement. Je crois que c'est important parce que c'est là qu'on peut me reconnaître comme bénévole et c'est là que je me reconnais et je m'épanouis dans mon rôle de bénévole. Je suis quelqu'un de reconnu pour mes compétences et ce que j'apporte de plus à la structure. Et la structure m'offre l'opportunité de développer d'autres compétences en rencontrant des bénévoles, en rencontrant des salariés, etc. C'est comme ça que l'association grandit. Et je peux vous dire, parce que dans ma vie, je fais d'autres choses et je suis également sapeur-pompier. Aujourd'hui, il y a une professionnalisation des services d'incendie et de secours, une disparition du sapeur-pompier volontaire, entre guillemets, qui lui est rémunéré un petit peu. Eh bien, je peux vous dire que la structure y perd. La structure y perd parce que lorsqu'on se coupe finalement de cette force publique, lorsqu'on se coupe de ces gens de la société civile, eh bien, on y perd en compétences. On perd celui qui est chauffeur de taxi et qui connaît l'itinéraire, on perd celui qui est instituteur et qui a des talents de pédagogue, on perd, etc., etc., celui qui sait s'organiser sur différents points. Et je crois que ça, c'est très important. Et à mon avis, il faut vraiment revenir finalement à des missions, des champs de missions qui seraient effectivement dédiés aux bénévoles. Et j'entendais tout à l'heure le travail formidable qui était fait auprès de jeunes mineurs non accompagnés, il me semble, ou de migrants, avec la mise en place d'ateliers de français langue étrangère, de FLE. Eh bien là, on a besoin de bénévoles, les PEP ont besoin de bénévoles qui arrivent avec leur bagage et leurs compétences, qui sont instits à la retraite, professeurs, qui sont, etc., etc., et qui vont... et qui vont apporter des compétences spécifiques en pouvant être appuyés par les salariés de la structure qui les aideront sur d'autres dispositifs. Je propose peut-être à la salle de réagir sur le point sur lequel on est et qu'a très bien défini mon collègue. Ensuite, je vous donnerai la parole pour réinterpréter tout ça. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Paul Comte, président des PEP de l'Essonne. Pour essayer de comprendre un peu la difficulté dans laquelle nous sommes actuellement, je crois qu'il faut porter un léger regard sur le passé. Qu'est-ce qui faisait que les associations PEP, à leur heure de gloire, étaient bien pourvues en administrateurs? Il me semble que c'était avant la LOLF et le fait que
l'inspecteur d'académie était président de droit de cette association. Et pour des enseignants, fréquenter l'inspecteur d'académie, boire un petit whisky avec lui après le conseil d'administration, c'était important. Ensuite, il y a eu la LOLF, et les inspecteurs d'académie n'ont plus été... il n'y avait plus de possibilité pour eux d'être président de ces associations. Donc elles ont pris leur envol tout en ayant des liens très forts avec l'éducation nationale. Alors évidemment, ce que l'on voit, et on le constate tous, c'est une difficulté à recruter des administrateurs. Nous, c'est pareil, dans l'Essonne, c'est la même problématique. Alors comment est-ce qu'on essaye de résoudre cette problématique? Eh bien, je crois que ça a déjà été dit, c'est-à-dire que des associations qui sont purement gestionnaires d'établissements médico-sociaux, il faut dire que les conseils d'administration consacrés au budget prévisionnel, au compte administratif ou à d'autres, ou au CEPOM par exemple, ne font pas l'unanimité en ce qui concerne les administrateurs. Par contre, dès qu'il y a des actions dans lesquelles ils sont susceptibles de s'engager, et ça a été évoqué par notre collègue de la Croix-Rouge, en particulier, je pense bien évidemment les mineurs non accompagnés, bien évidemment le secteur de la solidarité, bien évidemment, nous, on a une tombola dans laquelle les administrateurs peuvent s'engager. Là, on sent que les administrateurs, dans la mesure où on fait appel à leurs compétences, sont susceptibles de s'engager parce que rester 3 heures dans un conseil d'administration consacré à la comptabilité, c'est très difficile pour eux. Alors, bien sûr, le problème de recrutement se pose et on a évoqué les retraités. Nous aussi, on essaye aussi de solliciter les retraités, mais on reste toujours en vase clos. Et je crois qu'on a l'impression, enfin, on a le sentiment, en tout cas moi en tant que président, j'ai le sentiment qu'il faudrait qu'on s'ouvre à d'autres. Alors les parents, bien sûr, nous sommes ouverts aux parents. Se pose la question de certains salariés, c'est une question épineuse, et puis de l'attractivité de nos actions par rapport à la jeunesse qui, je pense, a une soif d'engagement à laquelle soit on ne leur donne pas la capacité de s'investir avec nous, soit ils ont une méconnaissance des actions que nous faisons. Donc nous avons à faire connaître nos actions, nos engagements, les valeurs que nous défendons, et tout ceci dans un schéma de fonctionnement d'une association qui, pour moi, me paraît assez simple, bon, pour ne pas dire simpliste, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les administrateurs font partie du conseil d'administration, délibèrent sur certains sujets, ces sujets-là s'imposent au directeur général, mais il ne faut pas oublier que le directeur général d'association a un rôle éminemment puissant, puisque c'est lui qui est le supérieur hiérarchique de tous les salariés et des cadres fonctionnels. Ce ne sont pas les administrateurs. Voilà. À partir du moment où on a essayé d'exposer clairement ce schéma-là, on a des gens qui viennent, qui essayent de s'investir, qui font un petit bout de chemin avec nous, et puis peut-être, compte tenu de leurs difficultés à eux ou de leur âge, s'en vont et laissent la place à d'autres. Mais nous avons, nous, à réfléchir éminemment sur la façon dont nous allons pouvoir à nouveau avoir des administrateurs beaucoup plus jeunes qui s'investissent autant que leurs aînés. Alors, il me semble que sur ce point-là, et suite à ton intervention, se pose la question, les bénévoles ne sont-ils potentiellement que des administrateurs? N'y aurait-il pas un autre champ qu'il faut que nous ouvrions au PEP, qui est un champ avec des actions ouvertes, dans lesquelles, y compris des jeunes, auraient envie de s'engager, parce que finalement, une association est là pour créer du lien. Et que plus on crée du lien, et plus les gens sont heureux, au fond, parce qu'ils communiquent les uns avec les autres, parce qu'ils se sentent accueillis dans un environnement, et que tout cela donne du sens à une partie de leur vie. Donc, je vous relance la parole et témoignez de vos expériences. Si vous voulez intervenir. Par rapport à ce qui a été dit et la compétence. Alors, le bénévole est nécessaire. Et pour moi, la question, c'est l'articulation avec le travail salarié. Quand vous parlez de compétences, nos représentants du personnel pourraient nous indiquer, puisque cette compétence vous est nécessaire, ce que vous disiez dans les maraudes, etc., créer l'emploi salarié qui correspond à ce besoin. Alors, pour moi, il y a aussi la nuance de durée.
C'est-à-dire que si c'est un poste qui est destiné à être occupé à l'année par une personne, quelle qu'elle soit, est-ce que la question du salarié se pose? Est-ce qu'elle est pertinente? Donc voilà, c'est à un moment ou un autre, à quel moment est-ce qu'on empiète sur le territoire salarié, hein, et qu'on n'est plus sur du réel bénévolat, mais enfin, puisque ça devient une compétence et une mission qui est assumée. Alors pour moi, je mettrai une nuance au niveau de la durée, mais je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion fédérale au niveau des PEP. Qu'est-ce que c'est être bénévole dans notre association? Déjà, ça nous permettra d'y voir un peu plus clair dans ces zones d'articulation salariés et bénévoles. Voilà. Et la question de la compétence, je me pose très vite, en tant que président d'association, de me dire, si j'ai besoin de cette compétence, pourquoi est-ce que je ne crée pas l'emploi salarié qui m'apportera cette compétence? Alors, est-ce que ce sont des questions économiques? Bon, voilà, après, il y a tout ça derrière. Hein, mais... Bon, je vais peut-être relancer aussi par rapport à ce que tu viens de dire, Christian. Est-ce qu'il ne faudrait pas que nos conseils d'administration imaginent des actions d'un type nouveau à l'intérieur duquel, tout naturellement, des bénévoles pourraient s'inscrire? Et les fonctions support que nous avons au siège, dans tous les personnels que nous avons, est-ce que nous n'allons pas trouver les quelques personnes qui auraient la compétence pointue dont vous parliez tout à l'heure pour répondre à un besoin technique à un moment donné dans ces actions? Mais pensez des actions spécifiques qui soient des actions d'ouverture à des bénévoles. J'ai justement une question par rapport à ça, parce que je ne connais pas bien le fonctionnement des PEP, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines initiatives avec des conseils de jeunes. Et ça, je trouve que ça peut être une clé. En Suisse, on a créé des parlements de jeunes. Voilà, il y a sûrement ça en France aussi. Et l'intérêt, c'est que c'est vraiment des jeunes qui sont entre pairs et puis qui deviennent des interlocuteurs des politiques publiques. Et est-ce que ça existe déjà dans vos PEP? Et en tout cas, je trouverais intéressant qu'à un moment, vous ayez comme interlocuteur uniquement un groupe de jeunes qui a pu se gérer aussi entre pairs, avoir une forme de marge de manœuvre. Et puis, du coup, comme moi, j'ai identifié deux jeunes, là, je me tourne vers Mathilde et Aurélie. J'aurais bien aussi eu envie qu'on vous donne la parole aussi. Voilà. Je vous apporte. Ça là. Est-ce que vous avez identifié des groupes où vous pouvez être entre pairs, entre jeunes? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez proposer des initiatives, que vous êtes écoutés par les autres générations? Pour moi, oui. On a eu proposé certaines choses, bon, où ça s'aboutit, où ça s'aboutit pas, mais ça a été écouté. Après, ça met un laps de temps quand même. Mais je trouve que maintenant, au vu de ces quelques années où on a été... plus on avance et plus ils nous font confiance. Et donc, du coup, on rentre dans une confiance où ils acceptent de nous écouter et de nous faire parvenir leurs idées aussi, du coup. Et voilà. Ah oui. Alors du coup, moi c'est Aurélie et en fait je fais partie d'une association qui s'appelle la Conciergerie Solidaire et elle a été créée il y a 3 ans par 2 jeunes après le premier confinement et en fait ils ont eu l'idée de trouver quelque chose pour faire sortir ou d'aller aider des personnes, puisqu'il y en a, ils avaient peur, du coup ils sortaient plus trop et puis ils restaient enfermés. Et du coup, c'était hors de question qu'ils restent comme ça longtemps. Et donc, du coup, ils ont eu l'idée de ça. Et puis, ils se sont tournés vers une personne, Perrine, qui, elle, a accepté de suite de pouvoir monter ça. Et donc, en fait, le but, c'est on aide en fait, les personnes gratuitement
On peut leur faire, on fait du jardinage, on peut monter des meubles, tout et n'importe quoi, sans remplacer bien sûr le professionnel. Et voilà, on fait aussi, on aide le secours populaire, on fait les collectes, on fait plein de petites choses comme ça. Et nous, on a une gratification au bout de 50 heures, en fait, il y a une gratification qui est versée de 150 €. Mais c'est où on arrête au bout de 50 heures et après, ou alors comme beaucoup qui sont là-dedans, ils continuent bien évidemment à aider les personnes. On est plus actif, c'est vrai, l'été. Mais l'hiver, on reste quand même ouvert. Donc, s'il y a besoin d'aide, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, on a rentré des stères de bois, on a aidé des personnes. Bon, voilà, c'est des petites choses où il n'y a pas forcément besoin de faire appel à un professionnel. Et puis, eux, ils sont très reconnaissants par rapport à ça parce que ils voient que déjà, on montre que les jeunes, ils sont pas forcément, ils veulent ne pas rien faire. Donc, certes, c'est vrai, c'est compliqué de travailler, etc. Mais au moins, on montre que, au final, même si on ne travaille pas et qu'on fait rien, on va dire, on est quand même là pour des personnes et qu'on a besoin aussi de leur donner de l'aide et d'être... voilà, à peu près, c'est ce qu'on est. Voilà. Je peux me permettre de vous poser une question? Oui. Qu'est-ce qui vous satisfait dans cette situation et dans ce que vous faites? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Alors, du coup, pour moi, personnellement, ça m'a apporté énormément parce que... Avant, j'étais quelqu'un de... Alors, j'avais déjà arrêté les études il y avait au moins 7 ans. Du coup, je faisais pas grand-chose. Enfin, j'étais très refermée sur moi-même. Et donc, du coup, je suis arrivée dans Ocillon et j'ai vu qu'il y avait ça qui a été monté il y avait même pas un mois. Et donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? En fait, c'est une très bonne idée de pouvoir rendre service aux autres, puisque nous, en soi, je faisais rien pour l'instant. Donc, j'ai dit, pourquoi pas donner mon temps. Et en fait, ça m'a donné beaucoup d'assurance. Par exemple, là, parler, pour moi, avant, c'était impossible. Et maintenant, ça va. Et puis du coup, ça m'a repris aussi de repasser mon bac. Donc du coup, j'ai passé mon bac l'année dernière. Parce que du coup, j'ai 24 ans. Et donc du coup, ça fait très longtemps que je devais passer mon bac. Et donc voilà, ça m'a donné l'envie de... Et puis maintenant, j'ai mon projet professionnel qui est en jeu. Donc j'ai entamé mon projet professionnel. Donc ça m'a apporté plein de choses pour moi-même. Et je vois que grâce à ça, et grâce aux personnes qui sont autour de moi, j'avance positivement dans le futur, parce que je ne voyais pas ça avant. Voilà. Donc, bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis en service civique avec Aurélie. Donc, moi, pour la conciergerie, je l'ai connue grâce à une amie, justement, qui faisait partie de la conciergerie. Maintenant, malheureusement, elle n'a plus partie. Et donc, elle m'en a parlé, et puis j'ai décidé d'aller voir à la médiathèque, et on m'a conseillé, la médiathèque de Sion, bien sûr, et on m'a conseillé d'aller voir Perrine Pistre. Et donc, je suis allée voir ça parce que j'étais à la recherche d'un emploi, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, justement, là-dessus. Et justement, c'est la conciergerie m'a permis on va dire de m'éveiller en fait dans le monde du travail. Ça m'a appris aussi beaucoup plus d'autonomie aussi parce que nous pousse quand même à aller de l'avant sur nos difficultés. Ça m'a permis aussi d'un peu savoir où me diriger pour mon futur, voir un peu plus mes difficultés, mais ce que je suis capable aussi de faire, de la motivation, beaucoup de motivation aussi. Parce que comme Aurélie, je suis une personne assez renfermée. Et là, à l'oral, c'est même pas la peine. Mais voilà, j'arrive plus aussi à m'ouvrir aux autres et être plus autonome grâce à la conciergerie. Juste, mesdemoiselles, du coup, si je comprends bien, vous êtes toutes les deux en service civique. Hein. Donc vous êtes salariés, en fait. Ok. D'accord. Pour revenir à la notion de bénévolat, je crois que la question que vous avez posée, elle est essentielle. Mais vraiment, c'est-à-dire, je pense que vous êtes à un virage maintenant. Si vous considérez que dès qu'il y a besoin de compétences, il faut mettre un emploi dessus avec une qualification, eh bien,
les PEP peuvent faire le choix de devenir une entreprise de l'économie sociale et solidaire et d'être une structure entreprise. Si vous faites le choix de dire les compétences sont partout, parce que tout le monde vient avec ses propres compétences, et la force du bénévolat, c'est de pouvoir faire germer des idées. C'est ça que permet le bénévolat. C'est au sein de n'importe quelle structure, c'est pas grave, on s'en fiche. Pardon. Hop. Si au sein de n'importe quelle structure, vous avez une personne qui arrive en disant « Eh bien moi, ce que je sais faire, c'est du jardinage. Et j'ai envie de le mettre à profit et de vous aider là-dessus. » Au moment où elle propose cette solution-là, ce n'est pas quelque chose de viable vis-à-vis d'un salarié, par exemple, d'accord ? Parce que c'est 2-3 heures par semaine, parce que c'est un public qui n'est pas encore complètement identifié, qu'on n'a pas pu cibler, etc., etc. Et on peut lancer une initiative qui va germer, qui va grandir, qui va grossir, qui va se mettre en place, qui va se structurer. Peut-être qu'après, c'est un dispositif qui aura besoin d'être épaulé par un salarié. Mais à mon avis, pour gagner en réactivité, pour être au plus près du terrain, pour être sur l'efficacité dans ce lien social avec les gens qui sont vos bénéficiaires, le bénévolat, c'est une force énorme. Parce qu'effectivement, vous pouvez aller chercher ce germe chez quelqu'un qui a envie de lancer quelque chose de particulier. Et ça, ce n'est pas possible avec des solutions descendantes. Donc, lancer des initiatives qui s'inscrivent bien entendu dans un plan d'action, hein, on est bien d'accord, mais c'est une formidable possibilité qu'offre le bénévolat. Et effectivement, hein, pour repréciser, quand je vous parlais du bénévolat sur ma première intervention, je parle bien de celui de terrain, je parle bien du bénévolat dans la rue, parce que bien entendu, dans vos structures, il y aura toujours des administrateurs bénévoles, etc., pour veiller aux intérêts, pour veiller à tout risque de déviance aussi. Moi, je connais très bien ça hein, dans la structure dans laquelle je suis. Hein. Aujourd'hui, on a une vraie question à la Croix-Rouge française sur la notion de gouvernance et la notion de dirigeance, avec finalement une direction générale qui prend beaucoup de place dans les décisions, les choix stratégiques, les choix économiques, et qui doit de temps en temps finalement être aussi rappelé un petit peu à l'ordre de nos principes, hein, puisque la Croix-Rouge, c'est des grands principes autour de l'humanité, de la neutralité, de l'impartialité, du désintéressement aussi économique. Et donc, c'est important, bien entendu, que les administrateurs aient leur place. Mais je crois qu'il faut parler bénévolat de terrain. Et le bénévolat de terrain, effectivement, il sera ce que vous en ferez au sein de vos structures. Mais si vous considérez qu'un bénévole, c'est quelqu'un qui, effectivement, arrive sans trop de compétences et qu'on va utiliser pour faire quelque chose qu'on ne peut pas faire pour l'instant parce qu'il y a trop de surcharge de travail chez nos salariés, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ah oui. Oui, alors, moi, par rapport à une intervention... Par rapport à une intervention qui a été faite tout à l'heure, effectivement, je pense que c'est très important que le bénévolat reste un choix. Et si c'est un choix, ça veut dire dès que ça ne me convient plus, je m'autorise à partir, parce qu'il faut que ça continue à avoir du sens pour moi. Et je pense que pour recruter des bénévoles, c'est toujours important de comprendre les motivations. Et pour faire très vite, avec le risque d'être un peu caricatural, moi, ce que j'ai pu observer à travers mes études, c'est que du côté des jeunes, comme on a encore témoigné tout à l'heure Aurélie et Mathilde, il y a cette envie que la société me fasse confiance, qu'on me donne des responsabilités, et puis de pouvoir grandir, hein, prendre de l'assurance, vous l'avez dit, prendre la parole en public, etc., dans un espace protégé, avec des personnes bienveillantes. Et puis de pouvoir faire mes premières armes, mais justement, pas à l'école, ou à l'école, on me dit toujours ce que je dois faire et comment. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu chez les jeunes. Le plaisir à pouvoir faire des choses avec des accompagnateurs bienveillants, justement, qui les accompagnent plus qu'ils ne les contrôlent, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de retrouver ça. Ensuite, on a aussi les personnes qui sont déjà salariées, et qui, dans le cadre de leur travail, ont des frustrations par rapport à... ont l'impression qu'à travers leur travail, ils ne peuvent pas répondre à des valeurs. Donc eux, ils vont vouloir s'investir dans le bénévolat en marge
de leur travail, mais pour justement pouvoir expérimenter ces valeurs-là. Donc si en faisant du bénévolat, ils retrouvent les mêmes dérives que dans le monde du travail, ils n'y trouvent pas leur compte. Et ensuite, il y a les retraités qui ont envie de continuer à être actifs, à se sentir toujours inclus dans la société. Mais ces personnes-là, souvent, elles ont un gros bagage. Elles ont déjà un bagage expérientiel. Elles sont ravies à l'idée de pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes. Donc, je trouve vraiment toujours important de savoir qu'est-ce que je viens chercher en tant que bénévole. Francine, il y a des demandes de prise de parole, donc allez-y. Francine Ducoff, PEP 19. Alors, nous avons conservé ce qu'on appelle une commission de solidarité où prioritairement nous intervenons autour de l'école lorsqu'il y a des risques d'exclusion d'une activité parascolaire, de choses qui peuvent permettre d'aborder une scolarité dans de bonnes conditions. Et je me rends compte que par rapport à ça, il serait bon de développer, je ne dis pas que nous l'avons fait, on ne l'a pas fait suffisamment, la réciprocité de la relation d'aide. Il ne s'agit pas de mettre la relation d'aide sous condition, comme des gens qui apportent, mais il s'agit de développer l'idée que, d'abord, on n'est pas forcément toujours bénéficiaire et on n'est pas toujours forcément bénévole. On peut être les deux à certains moments de la vie et en fonction des éléments qui interviennent dans le parcours de vie. Et ça, il me semble que c'est quelque chose qu'il est important de développer parce qu'on reçoit de l'aide plus facilement quand on est capable d'en accorder avec simplement un travail sur ses propres points de compétences. Il y a aussi des bénévoles à temps très partiel. Moi, par exemple, quand j'étais salarié, j'ai utilisé une ferme pédagogique bénévole, et même plusieurs fermes pédagogiques bénévoles, parce que ces gens-là étaient intéressés pour s'inscrire là-dessus. Et effectivement, ils remplaçaient personne. Mais juste, il y avait eu une communication dans un village avec une politique aussi municipale. Et là-dedans, c'est quand même quelque chose d'important. Ça va pas comme ça, voilà. Et je crois que cette idée le travail sur la relation d'aide, c'est quelque chose qu'il faudrait approfondir. J'ai vécu aussi une autre expérience où on a confié à un groupe d'usagers, parce que je trouve qu'on oublie un peu le rôle et la place des usagers, on a confié une fois à une fête de la solidarité toute la communication, le secrétariat, etc., à un groupe d'usagers à très grande difficulté. Et c'est après eux qui ont animé avec les politiques. C'était la fête de la solidarité PEP. Et cette mission avait été confiée par la direction, ce qui fait que les usagers-là étaient devenus bénévoles. Je pense que là aussi, il y avait un travail sur la relation d'aide et j'ai vu ce que ça pouvait donner. Et c'était extrêmement intéressant. Et sur cette notion de réciprocité, il me semble qu'elle est à travailler dans nos associations et qu'elle permet une interaction aussi entre les professionnels et les bénévoles. Je crois qu'il y a une demande de prise de parole là-bas. Du coup, moi, c'était une question que je voulais poser. En fait, aujourd'hui, dans des associations des PEP, donc moi, dans mon cas, les PEP 69, dans le Rhône, où effectivement, il y a peu de bénévolat qui est dans l'association, et ça a été remarqué justement par le conseil d'administration et par la direction générale. Donc, l'ambition justement de développer des actions, des projets qui mobilisent des forces bénévoles. Et là-dessus, je trouve intéressant en tout cas cette porte d'entrée. Et moi, je me posais vraiment la question à la fois au niveau du terrain et de la recherche. Qu'est-ce que vous remarquez pour accompagner ces actions bénévoles? Quelles sont les meilleures actions à mettre en place? Parce que typiquement, moi aujourd'hui, je coordonne par exemple des actions de mentorat. Mais en fait, c'est moi qui suis censé, alors je vais mettre des guillemets, mais en même temps c'est la réalité, recruter des mentors, donc les accueillir, les former, les accompagner. Et
de fait, en fait, par toutes ces étapes-là, je me retrouve dans une relation de subordination où en fait ces bénévoles-là, du coup, se réfèrent à moi ou vont me rendre des comptes, etc., etc. Et je me dis, mais l'action bénévole, elle vise quand même à être détachée de l'action salariée. Et en fait, si on ne veut pas que les bénévoles fassent des actions salariées, est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire aussi dans la structuration, la coordination du projet, que les bénévoles aient des personnes référentes qui ne soient pas des salariés, etc. Je ne sais pas si ma question est assez claire ou pas, mais c'était plutôt sur les outils aussi d'accompagnement. Oui. Alors, je crois qu'il y a une demande peut-être de prise de parole là-dessus. Oui, bonjour. Juste, ça ne répond pas à votre question, mais ça apporte une autre réflexion. Je me demande si dans nos établissements, chacun, nous ne faisons pas déjà... Bien dans le micro. Si chacun d'entre nous, dans nos établissements, nous n'avons pas déjà des expériences de bénévolat et qu'en fait, on ne sait pas les mettre en valeur. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de partir déjà de ce qui se fait déjà dans les établissements, le faire remonter pour le mettre en valeur? Je pense en particulier dans mon expérience où je fais intervenir une amie qui est aussi une ancienne collègue à la retraite et qui va nous accompagner, faire des randos douces auprès du public que nous accompagnons, ou qui a dans son parcours un réseau d'accès à la culture. Donc elle peut nous ouvrir certains des cinémas ou autre accès à la culture. Et finalement, on a peut-être tous dans nos établissements quelques expériences comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de les faire remonter pour ensuite formaliser effectivement le choix que l'on souhaiterait mettre en place du bénévolat dans notre association. Voilà, je suis convaincue en ce qui me concerne de l'importance d'associer le bénévolat aux salariés, mais qu'il faut qu'on le formalise. Oui. Il y a encore une demande de prise de parole. Oui. Allez-y et ensuite vous intervenez. Oui, allez-y, intervenez, monsieur, si vous souhaitiez. Non, je juste pas. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai des de perdre de fil, très intéressants à évoquer. Juste, madame qui vient de prendre la parole juste avant vous, oui, moi je suis convaincu de ça aussi. C'est-à-dire que, encore une fois, la force du bénévolat, pour pouvoir en parler, parce qu'effectivement, dans mon parcours, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup, je suis certain qu'il y a des initiatives partout sur le territoire et qu'il y a des mises en place, des process finalement de fonctionnement qui pourraient être démultipliés derrière. Et ça rejoint ce que vous disiez juste avant, c'est que je pense que là aussi, il y a un vrai questionnement à avoir. Effectivement, l'encadrement de bénévoles, de mon point de vue, ne peut se faire que par des bénévoles. Puisque vous êtes en plus sur une filière bénévole avec un conseil d'administration avec des bénévoles. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui puissent finalement être référents, être responsables sur cette filière, entre guillemets, bénévole. Même si certaines informations, certains outils, etc., sont mis à disposition par les salariés. Mais pour vous donner un exemple très concret de terrain, nous avons des bénévoles qui interviennent dans nos EHPAD, dans nos maisons de retraite. À la Croix-Rouge française, on a des EHPAD. Dans l'Hérault, on a 3 maisons de retraite. Et on organise régulièrement du travail de médiation dans ces maisons de retraite, des choses que ne font pas les salariés, autour de jardinage thérapeutique, de sorties, etc., etc. Chaque fois que nos bénévoles interviennent sur ces dispositifs, ils sont bien entendu mis à disposition de la structure salariée et c'est bien le directeur d'établissement qui va leur indiquer l'endroit où s'installer, comment ça se passe, leur donner les horaires, etc. Mais ils restent sous responsabilité associative d'un bénévole de l'association. Je crois que vous avez raison, parce que sinon c'est très compliqué de se retrouver finalement supérieur hiérarchique, entre guillemets, d'un bénévole quand on fait partie de la filière salariée. Je crois que là, il y a une vraie question et ça demande une vraie réflexion. Et pour en revenir ensuite juste à ce que vous disiez, vous, madame, ben moi, je suis entièrement d'accord avec vous. À la Croix-Rouge française, dans l'Hérault, je vous le dis, 7% de nos bénévoles engagés sur les missions Action sociale sont aussi bénéficiaires. 7% en 2021. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont venus nous trouver parce qu'ils avaient faim ou parce qu'ils avaient des besoins, et ce sont des gens qui sont restés parce qu'ils avaient des compétences et qu'ils voulaient les mettre à profit de l'association pour aider d'autres personnes. Et c'est la meilleure façon de se relever, c'est la meilleure façon de rester
debout. Et donc, effectivement, on travaille beaucoup là-dessus et nos bénéficiaires font partie finalement aussi de nos organes décisionnels. Et on a des représentants de nos bénéficiaires qui siègent à nos conseils d'unités locales, dans les unités locales, et qui sont force de proposition pour développer des ateliers, pour encadrer des ateliers, etc. Et ensuite, ce sont des gens qui basculent et qui sont dans ce statut de bénévole, clairement, protégés par l'association, etc., et qui peuvent mettre en place des dispositifs. Alors, je voudrais peut-être juste rebondir sur tout ce que vous venez de dire là. Dans mon association, nous avons un local dans un QPV, dans un quartier de politique de la ville, où nous faisons de la lutte contre l'électronisme. Mais tout doucement, le local est devenu un point où les gens du quartier s'arrêtent. Et il y a une dame qui est rentrée, qui a été aidée, je crois, pour faire une démarche sur Internet, et qui finalement nous a dit, mais il y a des personnes, elle habite la résidence, il y a des personnes dans la résidence qui ne sortent jamais. Il faudrait peut-être, qui nous a proposé de faire une dictée créole pour faire sortir ces personnes. Et finalement, on voit que si on est à l'écoute de ce qui se passe dans le déroulement d'un projet, il y a plein d'initiatives de bénévolat qui peuvent être accompagnées, autorisées, accompagnées et encouragées, et qui vont générer du lien et qui font faire vivre du bénévolat. Et les personnes qui sont à la fois bénéficiaires, mais qui deviennent bénévoles, parce que dans le fond, elles se disent il y a des choses à faire et on peut les faire, elles se retrouvent valorisées et elles apportent un sein neuf à l'association. Et je voudrais rebondir aussi par rapport au mentorat, parce que nous développons du mentorat, mais la coordonnatrice qui va coordonner le mentorat, les mentors, ce sont nous. C'est nous qui les avons trouvés. Ce sont les administrateurs qui se sont débrouillés avec des copains, des amis, des gens qui connaissaient. Donc, les mentors existent et nous avons besoin, et nous retombons dans le schéma que vous avez donné, nous avons besoin d'une technicité de coordination que nous n'avons pas envie d'assumer parce que c'est plus important de s'occuper des bénéficiaires, c'est-à-dire des mentorés. Et donc, on fait appel à notre coordonnatrice qui va gérer toute l'intendance, en quelque sorte, pour nous soulager. Mais peut-être qu'il faudrait, dans votre association, que vous repartiez vers les administrateurs en leur disant que c'est à eux, dans leurs amis et dans leurs relations, de trouver les mentors. Ce n'est pas à vous de les trouver. Et vous allez maintenant coordonner quelque chose, mais qui sera parti dans une dynamique de bénévolat. Oui, moi je vais vraiment dans le même sens de ce que j'ai pu observer, en tout cas dans les associations de jeunesse. C'est ce qui marche très bien. C'est quand les jeunes sont parrainés par des pairs ou des jeunes qui ont un tout petit peu plus d'expérience qu'eux. Et puis, voilà, qui se retrouvent entre eux. Et puis, vous avez évoqué, madame, les bonnes pratiques. Et je pense, et moi je vous rejoins complètement sur l'idée que c'est plus intéressant d'ouvrir le bénévolat à tous et avec les compétences qui sont les leurs. Mais n'oublions pas qu'avec l'expérience, on développe des acquis, des compétences. Et ça peut être une autre clé, hein, capitaliser ces expériences, ces compétences. Alors, on a parlé d'un passeport bénévolat où on liste des compétences, mais ça peut être des choses au quotidien. Par exemple, quand on a monté un événement, c'est de garder une trace écrite de ce qui a bien fonctionné, qui a moins bien fonctionné, pour que d'autres puissent ensuite s'en servir. Et puis, c'est vrai que les jeunes, souvent, ils disaient bien apprécier ça, d'avoir toujours des petits débriefings, des moments où on réfléchit à l'action qu'on vient d'effectuer. Alors moi, je voulais réagir par rapport à la question qui était posée de notre collègue de Lyon, pardon.
C'est le rôle, c'est ça, oui. C'est bien. Non, mais vous savez, je suis nouveau dans les PEP et bien comprendre que c'est par département, j'avais pas fait le bon lien. Moi, je me dis, alors moi, je suis bénévole. Je suis arrivé il y a 1 an et demi et je fais partie du CA de BEP 94. Voilà, pour que vous vous resituez. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et franchement, c'est de manière comme un profane, hein, je m'y connais pas, mais je me dis des êtres humains qui se réunissent pour œuvrer auprès de d'autres êtres humains en ayant des valeurs. Bien sûr qu'il faut tenir compte des statuts de chacun, mais il me semble que, pour être concret, si je viens, moi, pour postuler à un poste de salarié chez PEP, je pense que PEP, quand ils vont me recruter, ils vont aussi avoir des critères pour me recruter. Et parmi ceux-là, je pense qu'il y a aussi les valeurs qui doivent être véhiculées par l'association. Et dans ces valeurs-là, il y a une manière de fonctionner. Et après, moi, perso, voilà, je suis bénévole, je ne me sens pas subordonné à. Parfois, c'est peut-être l'inverse, d'ailleurs. C'est peut-être moi, d'ailleurs, en tant que bénévole, ouais, je suis l'administrateur, donc non, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Mais je pense que ça doit être... Et c'est projet, quoi. Projet, c'est de se projeter. Donc, en fait, c'est de faire ensemble et de définir ensemble comment on fait ensemble. Et après, chacun trouve sa place. Enfin, moi, ça, c'est mon avis. Après, il y avait une autre chose où je voulais réagir, madame, et ça m'intéressait, c'est... on parle des jeunes, mais c'est quels jeunes, déjà? De quels jeunes on parle? Parce que là, l'exemple des 2 demoiselles qui sont... des 2 jeunes femmes qui étaient présentes, pardon, il y a aussi derrière, et on revient à ce que vous disiez sur la notion de motivation, c'est qu'est-ce qui les a motivés au départ? Est-ce que c'est le débouché A? Est-ce que c'est me remettre dans une interaction? Est-ce que c'est parce que voilà, c'est par rapport à mon estime de moi pour me retrouver? Enfin, il y a diverses raisons qui peuvent faire que. Et c'est pour ça que je ne sais pas si on peut tirer des enseignements et des conclusions, même si c'est très intéressant, mais des conclusions qui vont dire, voilà, non, la jeunesse, c'est comme ceci qu'elle va faire, et c'est comme ceci qu'elle va faire. Exemple, prendre des responsabilités, qu'on soit jeune ou moins jeune ou de n'importe quel âge, je pense que tout être humain aime être mis en situation d'être, de prendre des responsabilités, d'agir et de participer tout simplement. Et je pense que c'est là-dessus que je voulais finir. Je pense que, monsieur, ce que vous disiez tout à l'heure, pour en revenir au devenir et au futur de l'association, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'une compétence, pour justement solutionner tout ce qu'on est en train de se dire, la compétence, on a besoin d'une compétence X, on va recruter, on prend quelqu'un qui va faire le truc, etc. Et je me dis si, parce que dans le bénévolat, outre les compétences et le temps que l'on donne, ou que l'on met à disposition aussi, c'est ce partage de valeurs. Et là, je pense qu'il y a aussi un truc à réfléchir. Est-ce que... Et ça, bon, ça dépasse en macro, mais dans les valeurs, est-ce que ces valeurs-là, aujourd'hui, actuellement, dans notre société, elles sont partagées de manière évidente? C'est parce que des fois, ça peut paraître évident. Par exemple, la laïcité, c'est évident en France que la laïcité, le principe de laïcité, c'est tu es une association, tu dois être laïque. Ok. Mais ce n'est pas nécessairement l'évidence qui est mise en pratique. Et donc, et je finirai parce que je suis un peu trop long, pardon, les bénévoles, leurs compétences, moi, en tant que bénévole, j'ai des compétences, mais c'est un plaisir de les donner, de les partager. Et en plus, de vous à moi, il y a aussi une autre donnée, il y a la donnée économique. Moi, j'ai un bénévole qui vient et qui peut me faire une intervention avec un groupe d'enfants d'un centre de loisirs. Je dis n'importe quoi. Lui, il est en capacité, il est autonome. Pourquoi? Parce qu'à côté, il taffe là-dedans. Il bosse là-dedans. Donc lui, il peut faire tout de A à Z, etc. Et que ces 2 heures d'intervention ne sont pas assurées par une personne salariée. Est-ce que ça a un coût? Ça a également aussi pour l'association un bénéfice, dans le sens où c'est des moyens supplémentaires qui seront mis peut-être ailleurs, où là, il y aura d'autres besoins. Parce que ce bénévole, lui, de lui-même, il dit hey, il n'y a pas de problème, moi, je vous le fais le truc. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Merci à vous. Du coup, je vais quand même répondre, puisque j'étais interpellée. Oui, vous avez raison, il ne faut pas faire de catégorisation, tout est toujours plus nuancé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des enjeux différents suivant le stade de vie auquel on est. Et par exemple, voilà, c'est le cas pour les services civiques, etc. Il y a des enjeux pour les jeunes de trouver un emploi, de se faire une première expérience et puis de grandir, de passer dans la cour des grands, de devenir adulte.
Et puis, c'est vrai qu'il y a vraiment une fierté qu'on ne retrouve pas de manière aussi forte par la suite, quand on fait ses premiers pas et qu'on a ses premières responsabilités et voilà, qu'on est presque considéré comme un vrai travailleur, etc. Ensuite, quand on est salarié, plus tard, quand on est adulte, comme vous l'avez dit, suivant le statut qu'on a, on a le luxe de pouvoir faire du bénévolat parce que ça fait plaisir. Dans d'autres cadres, je pense particulièrement aux femmes, c'est aussi un moyen de s'émanciper. Mais après, là, ça pose toute la question. Si dans ma vie, à moi, je dois m'occuper de mes parents âgés et de mes enfants, dans quoi est-ce que j'ai envie de m'investir bénévolement, hein? Peut-être que justement, c'est un moyen de valoriser en disant je m'échappe pour pouvoir aller m'occuper d'autres personnes que de ma famille à moi qui ne voient même pas ce que je fais pour eux, par exemple. Et puis voilà, après, dans la retraite, une envie de transmettre ce qu'on a eu, etc. Donc, différents enjeux à différents moments, c'est simplement ce que je voulais dire. Frédéric, une dernière. Voilà. Alors, je vais essayer d'être brève. Il y a trois mots que je trouvais essentiellement sur lesquels on doit travailler. Pour moi, il y a le don, le contre-don et le plaisir. À partir de ces trois mots-là, je trouve qu'il faudrait que dans les associations, on arrive à creuser. J'ai mis là, et sur l'affiche, et pourquoi pas une analyse des pratiques chez les administrateurs, parce que c'est intéressant. Moi, je l'avais demandé dans les temps. Qu'est-ce qui nous amène à ça? Et ça peut peut-être nous permettre d'attirer d'autres personnes. Mais ces trois mots, le plaisir, parce que si on prend plus de plaisir, c'est foutu, le don et le contre-don, je crois que là, il faut vraiment, autour de ça, bâtir une réflexion. Je n'ai pas été trop longue? Comme d'habitude, Francis. Oui. Je voulais aussi dire par rapport à ça que quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand j'ai fait cette enquête avec les bénévoles des hôpitaux, c'est que plusieurs d'entre eux se sont définis comme une bulle d'air, en disant mais personne n'a besoin de moi, je ne me substitue pas à un professionnel, je ne suis pas le patient, je ne suis pas la famille, mais moi ce que j'aime, c'est que j'amène un petit plus, je suis la bulle d'air. Non, moi, je trouve que c'était une très bonne conclusion et du coup, vous parlez plaisir, c'était un plaisir d'être avec vous. Bien, je vais faire, donc on va passer à la phase d'écriture en quelque sorte. Vous prenez le relais, Pauline et Frédéric? Alors, on a essayé de synthétiser un petit peu toutes les idées qui sont ressorties de vos échanges. Une fois de plus, hein, vous avez compris, l'exercice de la journée, c'est de contribuer au projet fédéral en identifiant à chaque fois 3 enseignements, 3 défis et enjeux, et puis 3 pistes d'action pour la suite. Je vous fais une proposition à partir de ce que vous avez exprimé, et puis on pourra en rediscuter si nécessaire. Alors, 3 enseignements. Le premier, peut-être, selon la mission portée par la personne, celle-ci peut requérir une compétence ou bien seulement une volonté. C'est-à-dire, voilà, je souhaite m'engager, peut-être avec ou sans compétence. Un deuxième enseignement, les associations sont là pour créer du lien, rendre les gens heureux. C'est quelqu'un qui a dit mot pour mot ceci. Et l'action va servir à l'épanouissement des personnes, qu'elles soient finalement bénévoles ou salariées, mais aussi les personnes bénéficiaires de cette action. Le parcours des personnes, une fois de plus, qu'elles soient usagers, salariés ou bénévoles, et c'est le 3e enseignement, peut les réunir dans l'action et favoriser la relation d'aide et la réciprocité entre le bénévole et le salarié. Parmi les défis et enjeux que je vous propose de resynthétiser, il y a le premier qui serait de permettre aux personnes d'exprimer leur engagement dans l'action de manière structurée. La deuxième piste serait de porter une vraie réflexion fédérale sur qu'est-ce qu'être bénévole, peut-être s'accorder sur un vocabulaire commun par la suite. Et en troisième, je me suis mélangée là dans mes trucs, je crois, hein, non ? Si, c'est bon. En troisième élément, coordonner des projets portés par les bénévoles par la mise en place de référents bénévoles qui peuvent eux-mêmes être des bénévoles afin d'aller dans l'action. Si, je crois que je me suis quand même un peu mélangée. Ah oui, c'est ça. Donc, je vais passer maintenant aux défis et aux enjeux.
Alors, dans les défis, il y aurait de permettre aux personnes d'exprimer leur engagement dans l'action. Ben non, mais tu vois, je l'ai déjà dit. Donc, je me suis mélangée. On va reprendre. Parmi les défis, permettre aux personnes d'exprimer leur engagement dans l'action de manière structurée, se prémunir des dérives du monde du travail dans la mise en place des actions de bénévoles pour pouvoir justement se recentrer sur le plaisir, le don, le contre-don. Apprendre à mettre en valeur les actions de bénévolat déjà existantes dans nos établissements, c'est ce que vous avez dit, il y en a, et peut-être qu'il faut qu'on arrive à mieux les identifier aussi pour pouvoir nous aider à construire cette identité PEP dans la complémentarité des actions bénévoles salariées. Et donc, dans les pistes d'action, il y avait mettre en place des équipes mixtes avec des missions précises pour les périmètres de chacun, porter une réflexion fédérale sur le qu'est-ce qu'être bénévole, et puis coordonner des projets portés par les bénévoles, par la mise en place de référents qui peuvent aussi être des bénévoles. J'ai dû un peu brouiller les pistes, mais des réactions si vous le souhaitez. Et puis, à l'issue de vos réactions, on vous invitera à vous lever pour pouvoir ajouter vos contributions sur la fresque avec des petits post-it pour la suite de nos travaux. Donc, vous avez la parole pour réagir là. Juste une chose qui me semble ne pas avoir été dite ou j'ai pas entendu, c'est que les choses et la relation de complémentarité bénévole-salarié n'est pas figée non plus dans le temps et qu'elle doit être régulièrement interrogée sur qui fait quoi, à quel moment et pourquoi. Donc au nom du projet et des valeurs, mais que les choses, voilà, c'est un peu, me semble-t-il, comme dans un couple, ne sont pas pour une fois définitivement inscrites dans le marbre. Voilà. D'autres réactions sur la synthèse proposée par... Merci. Oui, merci à vous pour votre participation et à nos intervenants d'être venus partager leur analyse.